Je vais vous présenter Madame Elliott, pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est une professeure en didactique des sciences de la Faculté des sciences de l'éducation et chercheuse au Centre de recherche et d'intervention sur la réussite scolaire. Elle s'oppose au présupposé d'un déficit de connaissances scientifiques de la part des citoyens, qui est intitulé le modèle du déficit. Selon elle, la grande majorité des citoyens sont tout à fait capables de comprendre les enjeux scientifiques actuels et trouvent la barre difficile. Donc, par la suite, ces mêmes individus sont aptes à fournir des opinions, des solutions et des idées valables, sans nécessairement être membres de la communauté scientifique. Elle nous parlera aujourd'hui de l'éducation citoyenne sous un aspect d'implication sociale. Merci. Je ne sais pas si c'est pertinent de fermer les lumières pour des raisons de visibilité d'enregistrement, mais oui, c'est comme ça que ça. Si vous n'avez pas peur, qu'il y en ait qui viennent un peu trop relaxés. Comme ça? D'accord. Alors, bonjour. Je voulais mentionner, moi, je suis ici à l'Université Laval depuis 2006 et j'ai l'occasion de participer à différentes rencontres, à différents groupes. Et je vous dirais que c'est une matinée formidable, tant dans la teneur des présentations que dans les différents outils qui sont mobilisés, les différentes rhétoriques qui sont mobilisées pour parler de paroles citoyennes. Je trouve ça absolument intéressant. Donc aujourd'hui, moi, je suis ici pour vous parler de l'engagement citoyen envisagé hors du paradigme déficitaire. J'ai eu l'occasion de définir ce qu'est le paradigme déficitaire. Et donc, je vous parlerai vraiment très brièvement de mon programme de recherche, c'est-à-dire que moi, je suis professeure en didactique des sciences, en anglais on dit Science Education, et je m'intéresse à différentes choses, notamment le rapport aux experts scientifiques, de futurs enseignants de sciences et d'étudiants du cégep. Et donc, j'utilise une notion que vous connaissez peut-être, qui est la notion de rapport à savoir, sur laquelle on pourra revenir, qui est une notion utile aussi et mobilisée par certaines personnes qui œuvrent dans les médias. Donc, le deuxième aspect, c'est la contribution des Public Understanding of Science. C'est un champ qui s'intéresse à la façon dont les citoyens comprennent les sciences. Et je m'intéresse aussi à la contribution des Science Studies. Les Science Studies, c'est un peu la sociologie des sciences, l'anthropologie des sciences, la philosophie des sciences. Donc, je m'intéresse à la contribution de ces champs-là à l'enseignement des sciences. Donc, c'est un aspect interdisciplinaire. Plus particulièrement, je m'intéresse au modèle d'interaction entre les citoyens et les scientifiques, et je le mentionne ici pour les besoins de la présentation, mais je m'intéresse à d'autres modèles aussi, et notamment le modèle du déficit citoyen. Le modèle du déficit citoyen, vous allez le reconnaître, c'est le modèle selon lequel les citoyens seraient déficitaires de capacité de compréhension des enjeux qui sont relatifs à des situations complexes, notamment liées aux sciences, à la politique et à l'économie. Ces citoyens seraient, selon ce modèle qu'on peut facilement déconstruire, seraient aussi déficitaires de capacité d'élocution ou de capacité de participation discursive à des dispositifs de prise de décision politique. Et enfin, ces citoyens seraient aussi déficitaires de capacité de devenir des experts d'une question, notamment parce que ce ne sont pas des personnes qui seraient partie prenante d'une discipline toute particulière. Et donc, pour cette raison-là, on suppose que les citoyens seraient déficitaires sur différents points. On verra que, de mon point de vue, en tout cas, ce n'est pas le modèle le plus pertinent. Et enfin, deux autres aspects qui constituent mon programme de recherche, c'est la documentation de la controverse autour de la pollution métallique à Limoilou, ou controverse autour de la pollution au nickel, ou controverse autour de la poussière rouge. Différentes appellations sont possibles. Je mentionnerai cependant que l'appellation poussière rouge réfère au premier épisode à la fin du mois d'octobre 2012. Et même si c'est repris dans les médias et ça vous concerne parce que je sais que ça fait partie de vos intérêts, l'appellation poussière rouge, en fond, est un peu inappropriée pour parler de l'ensemble de la controverse, puisque les épisodes subséquents de poussière sont des épisodes de poussière grise plutôt que rouge. Et donc, la raison pour laquelle la poussière était rouge à l'origine, c'est bien parce qu'on a retrouvé de l'oxyde de fer dans la poussière. Mais par la suite, cet aspect oxyde de fer n'est pas réapparu, bien que la poussière soit constamment projetée sur les quartiers centraux de la ville de Québec. Le dernier aspect de mon programme de recherche et un de mes intérêts aussi très forts personnellement, c'est de familiariser les chercheurs en sciences naturelles avec la notion donc de déficit citoyen afin de faire voir que d'autres modèles de compréhension sont plus utiles. Et par exemple, les modèles du débat public, c'est un des modèles qui est un modèle alternatif à celui du déficit citoyen, ou encore un modèle encore plus intéressant à mes yeux, c'est le modèle de la coproduction de savoir, c'est-à-dire qu'on peut envisager le traitement ou la gestion d'une question problématique ou non problématique
par le biais de la mobilisation citoyenne, mais en demandant aux citoyens de coproduire avec nous sur un point de vue, disons, sur un plan plus symétrique, les savoirs qui permettront d'éclairer la question. Donc, ce sont les 4 principaux points de mes recherches. Et vous savez très bien, parce qu'on est dans un cours de 2e, 3e cycle, que lorsqu'on rédige un mémoire de maîtrise ou une thèse de doctorat, au travers de la problématique, c'est-à-dire les premières pages de notre manuscrit, idéalement, il faut arriver à faire voir la pertinence sociale et la pertinence scientifique de notre recherche. Et donc, c'est un peu la même chose en ce qui concerne le programme de recherche. Et très brièvement, je mentionnerai que la pertinence sociale de ces préoccupations que je viens d'évoquer se retrouve aussi dans les programmes d'enseignement pour le primaire, le secondaire et le collégial, et qu'elle concerne aussi la formation des enseignants, donc la formation universitaire des enseignants, qui vise donc à former ces personnes pour qu'ils soient capables de mener les jeunes à consulter des experts de certaines questions, tout en ayant un rapport sain à ces experts et non pas nécessairement un rapport de soumission. Donc, sur le plan de la pertinence sociale. Et sur le plan de la pertinence scientifique, on remarque, vous l'avez aussi probablement remarqué, qu'il y a des appels divers de différentes disciplines pour que des regards ou des recherches interdisciplinaires, et d'ailleurs c'est la nature, je crois, de ce séminaire ou de ce cours, des regards et des recherches interdisciplinaires, et ça on en trouve tant en éducation aux sciences qu'en sciences dites naturelles, et c'est la raison pour laquelle les travaux que je mène, généralement, sont bien reçus, je vous dirais. Un des exemples de ça, c'est un des derniers articles que j'ai publié avec Julie Godbout, qui est une chercheure postdoctorale en génomique forestière. Et donc, nous avons coécrit ensemble un article dont l'énoncé principal est qu'il serait intéressant pour les chercheurs en sciences, donc en formation au doctorat, en sciences naturelles, de se familiariser avec des résultats de recherche et des outils théoriques qui proviennent de ce qu'on appelle Public Understanding of Science et Science Studies. Autrement dit, donc dans d'autres mots, ce qu'on dit, c'est qu'il serait intéressant que les chercheurs en sciences puissent se familiariser avec les sciences dites humaines et sociales, ce qui n'est pas un énoncé anodin, vous en conviendrez. Et donc, nous avons soumis cet article à une revue en génétique, ou en fait, plus spécifiquement en biologie moléculaire, qui s'appelle EMBO Reports, dont le facteur d'impact est assez élevé. Et donc, nous avons reçu une réponse à l'intérieur d'une semaine de la part des éditeurs, l'éditeur senior et l'éditeur en chef de la section Science and Society, qui nous ont dit c'est exactement ce que nous recherchons et ce que nous attendons. Et donc, dans l'article, qui est accessible en ligne, on déploie un peu cette idée qu'il serait pertinent pour les chercheurs en sciences d'être en mesure de mieux comprendre sur le plan théorique ce que l'expertise scientifique signifie. Les modèles d'interaction entre les citoyens et les scientifiques, quels sont les différents modèles possibles, quels sont les plus appropriés selon différentes situations. Pourquoi? Parce que de façon générale, on sait très bien maintenant que les gens qu'on forme au doctorat en sciences ne travailleront pas nécessairement dans des institutions académiques universitaires, mais vont œuvrer au sein d'entreprises, au sein de en fait, différentes situations où ils auront à se mobiliser ou à être consultés par des citoyens, par des journalistes, etc. Donc, juste pour vous donner une idée, dans le fond, du type de réception, donc les suites, nous avons été invités à présenter à l'UBIS, qui est l'Institut en biologie intégrative et des systèmes, à l'ISMER aussi, qui est un institut qui s'intéresse aux sciences de la mer. On a reçu des courriels, par exemple, du Portugal et de Boston. On a été couverts par le fil des événements, par les affaires universitaires aussi, que vous connaissez peut-être, qui est le journal des universités canadiennes, qui est intéressant quand même à consulter lorsqu'on est aux études de 2e, 3e cycle. Et enfin, j'ai été approchée pour être co-demandeur sur une demande de subvention en médecine sociale. Et mon rôle dans ce contexte, ce sera d'étudier les interactions entre les scientifiques et les gens de la communauté, donc ça se passera au Nunavut. Et donc, c'est que ces chercheurs ont une préoccupation pour une relation symétrique avec les gens de la communauté. Ils veulent donc ne pas s'inscrire dans une relation qui serait empreinte du modèle déficitaire. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils m'ont contacté à la suite de cet article-là. Deuxième partie de cette présentation, la documentation autour de la controverse qui se déploie maintenant depuis 2 ans à Limoilou. Ici, vous avez une représentation du livre que je suis en train de terminer qui porte essentiellement sur ce qui suivra et qui se destine explicitement aux citoyens concernés, citoyennes concernées et intéressés. Ce n'est pas un ouvrage académique et c'est un ouvrage dans lequel je tente, et j'espère que je réussis, je tente de mettre en évidence les contributions importantes citoyennes dans cette question, contributions qui ont permis de mieux comprendre la situation et d'agir sur la situation à ce jour. Et donc, c'est l'objet du livre.
Et donc, en quelques mots, la controverse, je pense que vous en avez entendu parler, à moins que je me trompe, mais essentiellement, c'est que depuis le mois d'octobre 2012, on a réalisé que les activités industrielles, portuaires, de transbordement de minerais ont des effets sur l'environnement et sur les gens qui sont situés plus ou moins près du port. On dit plus ou moins près parce qu'on sait maintenant que la poussière se rend jusqu'à 5,6 km, mais on n'a pas vérifié plus loin. Donc, on sait ça. Et cette poussière qui se dépose régulièrement sur les quartiers centraux de la ville de Québec n'est pas anodine donc, pour la santé, constituée de différents métaux lourds dans des quantités impressionnantes. Et donc, ça, c'est la controverse. La façon dont la controverse s'est déployée, c'est qu'un matin, Véronique Lalande, dont vous avez sûrement entendu le nom parce qu'on l'a vu, on l'a lu plusieurs moments dans les médias et encore maintenant, est sortie sur sa rue, donc sur la deuxième rue, à Limoilou, dans le vieux Limoilou, et a constaté, elle était avec son fils qui était dans sa poussette, donc Léo, et a constaté, en levant les yeux, c'est comme ça qu'elle le raconte, en levant les yeux, elle a réalisé que tout était rouge, les trottoirs étaient rouges, la rue était rouge, et donc il y avait une fine couche de poussière rouge qui recouvrait donc son environnement, et même Léo en avait sur le visage parce qu'il avait tapoté sa tablette de poussière. Et donc, Véronique Lalande est retournée à la maison, a discuté avec son conjoint, Louis Duchesne, et tous les deux ont décidé d'appeler Urgence Environnement. Donc, c'est comme ça que ça a débuté. Donc, les gens d'Urgence Environnement se sont rendus chez elle, ont procédé à un échantillonnage de poussière. Et, bon, tout en discutant, voyant que les résultats de l'analyse de poussière tarderaient peut-être à venir, ils ont décidé d'eux-mêmes prendre des échantillons de poussière et de les faire analyser par un laboratoire indépendant. Donc, au temps zéro, on a là une action citoyenne qui a eu une incidence importante sur le déroulement ou le déploiement de la controverse. Véronique et Louis ont aussi appris lors de cette conversation que la poussière vient probablement très fortement du port, mais que très peu de personnes osent confronter le port, considérant que c'est un acteur économique important. Et donc, elle s'est dit, ou ils se sont dit, OK, alors nous documenterons la situation afin de pouvoir, disons, confronter ou prendre en main une partie de la gestion de cette controverse. Maintenant, ce serait un peu long de tout raconter, et Véronique le ferait mieux que moi. Moi, je me suis intéressée dès le premier moment, dès le premier article qui est paru. J'habite moi-même Limoilou, cela dit, près du parc quartier Brébeuf. Et dès le premier moment, je me suis intéressée à cette controverse. Pendant un an, j'ai suivi le déploiement médiatique, parce que les médias, sur le site Vigilance citoyenne Port de Québec, vous avez l'ensemble des articles qui sont parus en langue française par mois. Donc, c'est Véronique et Louis qui gèrent ce site. Et donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est un lieu très intéressant pour acquérir toute l'information pertinente. Et donc, je me suis intéressée à cette controverse et j'ai utilisé donc les outils théoriques qui proviennent de Public Understanding of Science et de Science Studies pour essayer d'avoir un regard, disons, théorisant sur la question afin de pouvoir comprendre, dans le fond, sous un autre jour ce qui se passait. Donc, ici, vous avez des représentations du quartier, dans le fond, de l'arrondissement de la cité de Limoilou, puis un grossissement, dans le fond, du port, et vous voyez la proximité avec le vieux Limoilou. Les trois moments d'insertion. Donc, moi, je me suis intéressée au déploiement et à la contribution des citoyens, et la façon dont j'en parle, c'est par le biais de trois moments d'insertion, et c'est inspiré des travaux de Michel Callon, qui est un sociologue des sciences, que vous connaissez peut-être. Et donc, que peut-on dire au sujet de la contribution citoyenne? Premièrement, donc le point d'insertion 1, c'est que les citoyens ont contribué ou procédé à la redéfinition du problème. Et si on veut illustrer ça, on voit bien que dans un premier temps, j'ai mis autorité en place. Au lendemain de l'épisode de Poussière Rouge, ce qui était dit, c'est que cet épisode était un événement unique dans le temps, unique dans l'espace, et que la poussière qui s'était déposée était constituée d'oxyde de fer, et donc c'est ce qui lui donnait sa couleur rougeâtre. Donc c'était le discours qui était entendu et qui était repris aussi dans les médias. Or, par le biais d'une documentation assez rapide à l'intérieur de 2 ou 3 mois, on s'est rapidement rendu compte que la poussière, en fait, est beaucoup plus complexe, comme je vous disais tout à l'heure, plus dommageable aussi avec des effets, des risques physiologiques et sanitaires, mais que c'était aussi une poussière qu'on pouvait lier à des alternatives, des solutions, des risques, des enjeux, des normes annuelles, etc. Et donc, en plus de redéfinir et de complexifier le problème,
les citoyens ont rendu possible quelque chose de très difficile, c'est-à-dire l'introduction dans la sphère socio-politique d'une question qu'on tentait de laisser hors du débat public. En termes de deuxième point, la production des savoirs scientifiques, on a à travers le monde plusieurs cas comme ça, des controverses autour de la santé environnementale, on peut l'appeler différemment, mais c'est une appellation reconnue. Et très souvent, les citoyens en viennent à produire des savoirs qu'on peut qualifier de scientifiques parfois, d'autres fois de savoirs profanes. Dans ce cas-ci, ce qui est particulier, en plus du fait que cette controverse elle est contemporaine et donc encore en cours après 2 ans, c'est que les citoyens ont procédé à la production de savoirs scientifiques, c'est-à-dire reconnus, qui sont, selon les standards de la rigueur, des savoirs scientifiques. Et donc, comment ça s'est fait? Très rapidement, parce que je me reste 5 minutes. La poussière a donc été échantillonnée, elle a été caractérisée. Une documentation, une recension d'écrits scientifiques, vous savez ce que c'est, vous faites des études de 2e cycle, 3e cycle. Donc, ces effets où la documentation concernait les effets du nickel sur la santé, sur la poussière de rue, etc. Et enfin, 3 rapports d'analyse qui sont aussi accessibles sur le site ont été produits. Et ce sont des rapports qui, maintenant, sont utilisés par l'ensemble des acteurs en autorité. Autrement dit, cette production de savoir scientifique et cette constitution de la documentation s'est effectuée, pourrions-nous dire facilement, à l'encontre de la volonté des autorités en place, portuaires, municipales et autres, mais elle a donné des résultats qui sont maintenant reconnus par l'ensemble des personnes qui sont impliquées dans cette situation. Et enfin, en 3e point, les citoyens ont ciblé, circonscrit des solutions et formulé aussi des recommandations, dont les suivantes. Mais, puis il y en a encore plus que ça, mais c'est pour dire que présentement, les recommandations qui ont été formulées ont été assez peu entendues et assez mises en exercice. Bien que, là, ça, j'en parle pas aujourd'hui, mais bien qu'il y ait un ensemble d'actions qui ont quand même été prises de part et d'autre, mais qui, pour l'instant, sont insuffisantes, puisqu'on remarque que la présence et la concentration de poussière est presque similaire à il y a 2 ans déjà. Donc, il y a des actions qui sont, disons, peut-être cosmétiques, qui ont été entreprises, et on pourrait en parler un peu plus longuement. En ce qui me concerne, j'ai mis l'engagement intellectuel dans la société, j'ai donc documenté du point de vue académique, donc par le biais d'articles publiés dans des revues scientifiques, mais j'ai aussi contribué, où je me suis engagée là-dedans comme citoyenne de Limoilou, donc en écrivant des lettres. Puis le but, c'est toujours pour moi de faire voir la qualité de l'engagement citoyen, puis d'aider à sortir du déficit, du modèle du déficit ou du déficit citoyen. Et donc, des papiers qui ont été publiés, par exemple, dans Le Soleil, dans Le Devoir, dans International Innovation, qui est un ouvrage généraliste mais international, ou même dans la revue Nouveau Projet, que vous connaissez peut-être. La vivacité de la controverse, à quoi peut-on l'associer? À différents points certainement, dont ceux-ci. La couverture médiatique spontanée au temps zéro. Donc, Véronique a communiqué avec les médias et les médias se sont emparés de cette question et l'ont fait vivre. Ils lui ont donné du souffle. Et donc, une couverture spontanée, constante et profonde. Et c'est quelque chose qui est intéressant. Je pense que c'est en septembre que Véronique faisait la première page de Reader's Digest. Elle a fait la première page du Devoir aussi, où on l'appelait la Erin Brockovich de Limoilou. Et donc, vous voyez, quand on disait que les médias aident à donner du souffle, j'ai mis le couple Véronique Lalande-Louis Duchesne. Pourquoi? Parce que Véronique a une formation de juriste, s'intéresse beaucoup aux communications, au changement dans les organisations, et Louis Duchesne, au quotidien, est un scientifique, donc œuvre en sciences. Et donc, on voit là qu'il y a une combinaison plutôt gagnante à partir du moment où ces personnes décident de s'engager. Le courage des citoyens et citoyennes, parce que ça prend du courage, bien évidemment, pour confronter des institutions telles que celle-ci, et pour bouger, tantôt on parlait de rapport de force, là, bouger le rapport de force, c'est pas quelque chose qui est facile, mais c'est quelque chose qui est possible. Des vigies, c'est l'expression de Véronique, mais des gens distribués dans l'espace qui ont pris des photos, des vidéos, et qui ont communiqué entre eux, et donc qui ont permis d'avoir un réseau actif à cet égard, parce qu'un épisode de poussière, il faut prendre la photo lorsqu'il le nuage de poussière lève, après ça, c'est quelque chose qui disparaît. Et l'utilisation de la rhétorique scientifique qu'on peut critiquer dans certaines sphères, par exemple en Public Understanding of Science et en Science Studies, c'est quelque chose qui est un peu critiqué. Dans ce cas-ci, ce qui fait que la crédibilité a été aussi grande pour les citoyens, c'est qu'ils ont fait la preuve dès le départ qu'ils étaient capables de comprendre du point de vue scientifique ce qui était dit et de jouer la joute, c'est-à-dire d'emprunter eux-mêmes un langage qui est plus loin que le vernis lexical, là,
Et donc, il y a vraiment une utilisation intègre de la rhétorique scientifique, ce qui a fait en sorte qu'ils se sont positionnés comme des personnes, des interlocuteurs et des interlocutrices absolument pertinents et légitimes dans le débat. Et donc, voilà, je tenais à vous présenter une vue sur Limoilou qui est plus sereine et où je tiens à remercier bien sûr les personnes qui sont à Limoilou et qui sont très engagées dans la question, dont Véronique Lalande et Louis Duchamp. Merci. Juste une petite mention sur la période de questions et à la mini-conférence de M. Janotte, on va inviter les conférenciers à revenir pour la dernière période de 30 minutes où on va vraiment creuser vos sujets avec notre curiosité. Donc, merci à notre intervenante. Quand elle a parlé de la vivacité de la controverse, elle a parlé du courage des citoyens, de la couverture médiatique. Mais j'ai envie de dire aussi que c'était la fin aussi du mythe entre scientifique et citoyen. Il n'y a plus vraiment de barrière et qu'on arrive à se comprendre en s'investissant tous au nom de la citoyenneté et puis au nom de l'intérêt commun. Donc, s'il y a des personnes dans la salle qui ont des questions, je pense qu'on est parti pour une série de questions. La question est juste à côté de vous. Ben, en fait, quand j'ai passé par la FAS quelques années, à peu près au moment où je suis arrivé, on sortait un sondage qui avait été commandé par le Devoir CROP pour un peu évaluer les différentes professions. Et en haut de la liste, c'était les scientifiques. Puis je pense que ça, il y a un élément important, c'est quand on connaît que pour des intérêts commerciaux, économiques, on est prêt à utiliser de la pseudo-science pour un peu noyer le poisson, essayer de noyer les données, créer une certaine confusion. Le corps scientifique doit avoir une crédibilité, comme ça quand un expert, quand quelqu'un se dit expert, il s'en va sur la place publique. En plus, il faut qu'il ait la capacité de vulgariser. Puis ça, c'est pas donné à tout expert. C'est comment, dans l'opinion publique, on est en mesure de s'assurer que la vraie science par rapport à la pseudo-science, ça soit bien départagé dans les situations de crise. Ça, c'est une préoccupation qui est très forte. Ça a été mentionné à la classe, mais c'est une préoccupation qui traverse plusieurs champs de recherche. Et c'est une préoccupation qui est reliée souvent à la question de la compétence, justement, citoyenne. Comment on fait, effectivement, pour peser le pour et le contre dans des contextes de controverses, disons, scientifiques ou socio-techniques. Dans ce cas-ci, c'est une controverse qui est socio-technique, donc qui est liée aux sciences, mais qui est aussi liée à la question de la gestion. Puis ce qui fait que la controverse, elle est encore vive, c'est que la pertinence de ce problème-là est évidente. C'est-à-dire que personne ne peut être en faveur de cette situation-là, dire non, il n'y en a pas de problème, il n'y a pas de poussière, ou c'est pas si dangereux que ça. C'est que dans ce sens-là, ici, c'est un peu plus facile de prendre une position, c'est-à-dire qu'il y a très peu de scientifiques qui vont dire non, il n'y a pas de problème, c'est une question politique puis d'action politique. C'est une question sur la façon dont on va gérer la controverse. Si on y va de façon plus générale, en ce qui concerne d'autres controverses qui pourraient être structurées par le fait qu'on a des scientifiques qui s'opposent à d'autres scientifiques, on peut penser au changement climatique, puis encore là, c'est pas un si bon exemple, parce qu'il y a très peu de scientifiques qui vont se situer dans... Il y a des gens qui vont se prétendre scientifiques, c'est pour ça que ça peut être... Ils vont se prétendre scientifiques et qui vont... Et donc, ici, la question clé, ou la réponse, un des éléments de réponse, c'est la question de l'éducation. Puis c'est une réponse qui est à moyen terme et à long terme. Puis à court terme, il y a une question d'être capable de voir où se situent les gens, de voir les sources, c'est la question de la transparence. C'est ce qui est évoqué dans les science studies. C'est-à-dire que quand les experts sont convoqués, il faut savoir d'où ils viennent, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont publié. Donc, un peu comme la poussière du départ, à quoi ils sont attachés. Okay? Les fils. Et donc, c'est souvent la clé aussi qui est portée pour dire, ben, dans un contexte immédiat, comment peut-on essayer de départager? Dans le contexte d'une controverse, des controverses, ben, généralement, c'est à plus long terme qu'on peut avoir une solution. C'est-à-dire que l'évidence n'apparaît pas spontanément. C'est qu'on doit prendre une position à la lumière justement de ces aspects-là. C'est qu'il y a deux types de réponses. Il y a la réponse à plus long terme, moyen terme ou plus long terme, la question de l'éducation ou de la formation même des scientifiques. Là. Comme un scientifique,
peut-il justifier son point de vue justement dans un cas comme ça, dans un cas d'une controverse, s'il n'a pas été formé, ou en tout cas s'il n'est pas au fait des outils qui peuvent lui être utiles pour justement parler aux citoyens et dire regardez, moi je loge là, voici comment vous pouvez interpréter la crédibilité que je prétends avoir. Et donc ça c'est la réponse à long terme. Puis la réponse à court terme, c'est de dire ok, prenons les différents acteurs, faisons une espèce de panorama pour dire voici, puis après ça on peut prendre une décision, mais qui demeure une décision, disons, temporaire, puisque la question de la controverse, avant que ça se dénoue, généralement ça peut prendre un certain temps. Je pense aux controverses autour des, par exemple, nanotechnologie, la biologie synthétique, la question des OGM qui nous a préoccupé pendant un certain temps. Je continue de le faire de façon moins prégnante. Madame Martin. Je suis contente de pouvoir réagir immédiatement à ce que vous venez de dire, parce que je trouve que vous donnez une responsabilité aux scientifiques, puis vous êtes gentils parce que vous déchargez les journalistes de leur job, je trouve. Entre la terminologie scientifique qui est requise de l'expert pour bien montrer qu'il est un expert, pas un pseudo, puis la médiatisation du discours qui est donc bien plus attrayante d'appeler poussière rouge la poussière rouge, c'est le travail du journaliste là, qui devrait... C'est la formation des journalistes qui devrait être mise. Elle est bien placée pour être là, être un journaliste scientifique, elle. Mais c'est pas tous les journalistes qui sont formés pour... Mais je te le fais pas dire. Donc, c'était mon commentaire. Dans une situation telle qu'elle vient d'être expliquée, puis ça rejoint ce que Léo Roublin disait aussi, il cadre le journaliste, puis si on lui donne des belles images, on produit des belles images que vous avez bien faites, il y a des aspects marketing, les casseroles, le carré rouge, avouons que c'était une très bonne idée. Donc, entre les deux problèmes que vous évoquez, il y a la médiatisation. Puis, ben, pour nous, là, elle est là notre problématique. Puis, on n'est pas à veille de régler ça. En tout cas, restez à de la place pour maîtrise les doctorats parce que vous avez mis le doigt exactement sur ce qui devrait être notre job. Puis elle est mal faite, à ce moment. Il n'y a pas de réponse à ça. C'est un commentaire, je l'appelle très bien. Puis c'est là qu'on voit que la question interdisciplinaire prend du sens. C'est-à-dire que moi, j'ai mes outils en Science Education, en Science Studies, Public Understanding of Science. Puis là, on se trouve dans la question justement de la médiation journalistique avec vos outils, avec des... Puis il y a toute la notion de communication sur laquelle je ne reviendrai pas très longuement, mais comment on conçoit, comment on définit ce qu'est la communication. Est-ce que la communication, c'est je vous envoie de l'information et vous apprenez, et c'est moi qui sais, c'est vous qui apprenez, comme on le voit très souvent, ou est-ce que c'est pas la question du débat, la co-construction du discours, là, si on veut se retrouver dans une question discursive, c'est-à-dire on discute ensemble et donc ici on a un discours commun qui serait différent dans un autre contexte et voici ce qu'on a construit ensemble, ou est-ce que c'est on a un tube puis un parle à une autre personne et c'est que c'est vraiment la définition de... Puis c'est la critique d'ailleurs qui est formulée à l'endroit de la communication dans le champ de la pratique scientifique. La communication est vue comme, ça, très souvent, c'est le paradigme dominant, la communication est vue comme un scientifique qui doit être en mesure de livrer des informations claires par le biais d'un discours clair à des gens qui sont déficitaires de connaissances. La vérité, quoi. La vérité, oui, idéalement la vérité, mais s'il faut la travestir un petit peu pour qu'elle soit plus compréhensible, là, on a la notion de vulgarisation aussi qui peut être critiquée, ou au contraire bien appuyée, là, vous savez pas comment on le fait. Oui. Ben, vous bypassez carrément la job du journaliste scientifique. C'est-à-dire? Si le scientifique doit tellement devenir communicateur qui passe directement son message, ben, vous bypassez le journaliste scientifique qui, lui, sa job n'est pas juste d'aller voir le scientifique et lui demander c'est quoi ses résultats de recherche, c'est de remettre en contexte, d'aller voir les autres enjeux, tout ce qui touche, en fait, tout le problème, la problématique, je n'utilise pas comme il faut, mais tout au centre même de la recherche, donc c'est les enjeux sociaux, humains, économiques, tout ça, donc le journaliste scientifique remet en contexte, mais si le scientifique devient tellement communicateur, on s'entend-tu qu'ils ne sont pas tous communicateurs, puis loin de là. C'est correct aussi parce que c'est pas leur job. C'est beau que
je suis d'accord avec vous que oui, il faut qu'ils apprennent à être plus ouverts à communiquer leurs recherches, mais je pense qu'il faut quand même que laisser la place aux journalistes scientifiques, puis oui, peut-être de notre côté, il faut qu'en communication, on laisse plus de place aux journalistes scientifiques parce qu'il est formé pour justement faire le pont entre les deux. Mais je pense que c'est quand même une variable qu'il ne faut pas oublier parce que c'est des personnes, en tout cas, à mon avis, parce que je suis complètement montée à ma cause, qu'il ne faut pas oublier parce qu'on est là pour ça. Puis il n'y en a pas beaucoup dans les médias, puis je pense que c'est important quand même de l'utiliser, surtout quand il y a des situations comme ça, pour donner la bonne information aux citoyens pour qu'ils ne soient pas mésinformés. Oui. J'ai tendance à réagirais vraiment brièvement là-dessus. Ce dont tu parles, c'est vraiment comme un problème de recherche. Tu sais, quand on fait notre... Puis, il s'agit de dire comment on définit communication, comment on définit le journalisme, la médiation, parce qu'il y a différentes possibilités sur le plan théorique. Okay? Donc, je suis tout à fait d'accord avec la façon dont tu décris le problème de recherche. Il faudra voir comment on le décline maintenant en termes théoriques. Puis, effectivement, il ne s'agit pas de tasser le journalisme scientifique. Cela dit, le travail des scientifiques là, qui sont en formation présentement, ce sera d'interagir, par exemple, dans des processus de prise de décision auprès des décideurs. Là, on ne parle pas nécessairement du journalisme. Comment ils vont faire pour dire, OK, vous devez, je ne sais pas, traiter telle question qui concerne de près les citoyens. Voici comment moi je suis. Voici ce que vaut mon expertise scientifique, mon énoncé d'expert. Comment on doit le voir? Parce que très souvent, il y a des travaux en théorie qui sont faits là-dessus. L'expert va produire un énoncé qui va généralement dépasser son expertise. Ça va être un mélange d'intuition, en fonction de ce que j'ai fait, voici ce que je pense qui peut être applicable ici. Et sur le plan politique, cet énoncé va être repris, ou sociopolitique, pour prendre une décision. Donc si là, on a déjà juste ça comme modèle, on sait où on s'en va. Mais à l'heure actuelle, quand je discute avec les gens qui sont en formation, ils me disent « Ah, OK, ça nous aide à penser. » Puis ben, il n'y a pas vraiment de cours qui portent là-dessus. Qui font en sorte qu'ils se disent « Bon, tel matin, je suis convoqué à tel endroit pour m'aller donner mon opinion, mon expertise, puis il y a un malaise, parce qu'il faut conceptualiser sur le plan, je dis théorique, on peut dire autrement, ou conceptuel, ce qui n'est pas tellement différent. Mais donc, oui, effectivement, j'aurais tendance à... Mais c'est pas une question de tasser les journalistes. Puis tu sais que, pour beaucoup de... Il y a eu un écrit qui est sorti dernièrement là-dessus. Pour beaucoup de scientifiques, l'engagement se fait à partir du moment où on est un peu plus senior, un peu plus certain de nous-mêmes, un peu plus confiant, jusqu'à ce qu'il y ait une mauvaise expérience, parfois journalistique, on se dit, hey, par exemple en génétique, hey, j'ai été mal cité, c'est terminé. Voyez-vous, c'est qu'il y a comme une sorte de compréhension mutuelle qui peut se faire pour dire, ben voyez, là je me suis sentie. Tu sais, quand on cite un auteur, le truc à la maîtrise pour doctorat, c'est de dire, si cette personne était dans la salle, est-ce qu'elle se dirait, oh, je me reconnais, ou je me reconnais pas dans ce que vous avez dit. J'ai déjà cité ce genre de... Excusez, vous m'avez cité, mais c'est pas exactement ce que j'ai dit. C'est que, tu sais, il y a cette zone de... C'est ce dont il s'agit. Moi, j'aurais répondu, enfin, posé une question différente. C'est le souci, en fait, de neutralité du chercheur. Souvent, on voit ça dans les travaux. Est-ce que dans votre posture, il y a ce souci de neutralité face à l'objet de recherche où vous acceptez d'endosser le rôle de scientifique citoyen? C'est une question intéressante, la question de la neutralité. Très présente en éducation, d'ailleurs, quand on enseigne, est-ce qu'on reste neutre vis-à-vis des controverses qu'on va enseigner en classe, est-ce qu'on s'engage, etc. Oui, il y a cette préoccupation. Maintenant, il y a différents types de réponses. Puis, dans la présentation que j'ai faite, je vous ai donné un peu mon point de vue, c'est-à-dire que moi, j'ai documenté la controverse autour de la pollution métallique à Limoilou d'un point de vue de chercheur, mais je mentionne que je suis résidente à Limoilou. Cela dit, je ne me vois pas comme une manifestante. Mais c'est un mélange, en fait, c'est un peu un bricolage. De toute façon, la recherche, on peut le voir aussi sous cet angle-là. Mais c'est un engagement qui n'est pas si neutre, parce que moi, mon but précis, c'est de faire voir les contributions intéressantes citoyennes et donc de sortir du modèle. C'est qu'on a une joute là de voici, c'est pas une manifestation, c'est pas de la manifestation claire, mais en même temps, oui, c'est un engagement, moi, ce que j'appelle l'engagement d'intellectuel dans la société ou de la productrice de connaissances académiques. Là. Et d'ailleurs, une de mes inspirations à cet égard, c'est le livre Le trésor perdu de la politique de Diane Amoureux, qui est prof ici, que je ne connais pas personnellement, cela dit, je le peut-être, mais c'est un ouvrage fantastique, récent, qui permet des fois de dire, ben nous, comme producteurs de savoir, comme journalistes, on s'engage comment, là, puis quelles sont les motivations, disons, qu'on a. On a le temps pour une dernière question. Juste tout au fond, une dernière. Mélissa m'autorise une dernière question, très rapidement. Ouais, on peut la garder pour la discussion. Ah, oui, une question.
je pense que je me demande que dans la parole citoyenne, il y a le citoyen. Et dans la traitement médiatique, il y a les journaux donnent la parole aux citoyens. Donc, et souvent, il y a quelqu'un d'envoyer les 45 personnes qui disent ça, qu'est-ce que vous en pensez, puis on demande ça aux spécialistes. Fait que ça vient brouiller un peu parce qu'il doit rectifier les faits, puis il doit aussi, parce que je fais toujours une différence entre l'opinion et l'avis. Les gens, on peut donner mon opinion, en tant qu'expert, je donne mon avis. On ne fait pas souvent on fait pas nécessairement cette distinction-là, parce que tout le monde a droit à la parole. Fait que je vais aller sur la traitement médiatique, les gens vont aller sur la rue. Vous, monsieur, vous pensez quoi de la poussière parce que ça vous dérange? Le scientifique est souvent confronté avec la présence et le poids, parce qu'on interpelle les gens que 45% sont pour, 25% sont contre. Et le rôle du scientifique est plus de donner son avis en dehors d'un contexte, mais il doit tenir en compte qu'il y a des gens à côté qui n'ont pas l'information, mais qui interviennent dans le débat. C'est une belle intervention parce que moi, je suis vraiment pas spécialiste du journalisme ou des médias, là. Mais une chose qui m'apparaît claire à la lumière du modèle du déficit citoyen, qui est très présent, entre autres, dans les médias, ailleurs, même dans les écoles, on a tendance à considérer les autres comme pas capables de. Vous êtes d'accord avec moi? Puis du point de vue de la responsabilité journalistique, quand on fait un vox pop, là, moi, si on vient me demander quel est ton avis sur une question, disons, complexe, ici, maintenant, ça va donner une sorte de truc un peu mélangé, puis je vais avoir l'air à côté, et je vais dire, non, je ne réponds pas à cette question-là. Or, souvent, ce qu'on fait avec les citoyens, c'est qu'on leur dit, que pensez-vous de ça? Là, ils sont surpris, intimidés, puis ils réfléchissent à haute voix, puis ça donne quelque chose de... Et ça, on présente une espèce de... une juxtaposition de prise de position comme celle-là, puis on dit, voici la parole des citoyens. Puis on fait des choix, cela dit, quand on le fait. Et à mon avis, ça relève de la responsabilité des journalistes, ou en tout cas de l'appareil journalistique. Et ce qu'on remarque aussi, c'est qu'on a tendance à avoir des a priori. Et le type de collage qu'on fera à Limoilou, par exemple, pour nommer Limoilou, et qu'on fera à Sillery, ce ne sera pas le même collage sur le plan de... Puis ça, là, ça fait partie des enjeux actuels. Et ça fait partie des enjeux relatifs à la poussière. Parce qu'à mon avis, je ne pense pas me tromper trop, on avait en tête que les gens qui habitaient dans les premières rues, ou qui habitaient à Limoilou, là, n'avaient pas le temps, premièrement, de s'engager dans... Or, les gens sont mobilisés, actifs, clairvoyants, attention, puis là, c'est pour ça là, que depuis 2 ans, on est dans une grande vivacité à l'égard de cette controversie. Ces gens n'ont pas lâché, puis sont devenus des experts de cette question-là. Merci beaucoup à Mme Pouliot. Je pense que nous allons